clair, précis. Joe Dalton est né dans les rues de Paname en 81, 82, 83. J'étais le plus petit de taille et j'étais le stratège de la rue. Les grands, les anciens, les Black Panthers français, les Asnais, ils m'ont apprécié parce que je formais des équipes pour attaquer les skinheads. J'arrivais à soulever des quartiers de partout pour faire des descentes. Et ben, ils ont dit, lui c'est Joe Dalton. Voilà, Joe Dalton, aussi maître des arts martiaux. Aujourd'hui 5e dan en taekwondo mudo. Joe Dalton, c'est un père de famille, c'est un grand frère, instituteur. J'enseigne dans les écoles, dans les zones d'éducation prioritaire. J'essaie de donner de l'assurance aux enfants, de leur donner de la force pour qu'ils puissent s'élever dans la vie, de leur donner des armes suffisamment, de l'énergie, pour qu'ils savent se relever même quand ils tombent. Quand on se blesse, il faut nettoyer la plaie avec du bon produit. Et les bons produits dans l'esprit, c'est quoi? C'est l'instruction. Tu vois ce que je veux dire? Apprendre. Puisqu'on a la possibilité aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses, et apprenons, quel que soit le parcours, il ne faut pas se limiter comme ils veulent, même au fond du gouffre, même au trou, il faut s'instruire pour savoir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Nous, on a tendance à apprendre à nos frères à donner des coups de poing, à prendre des armes, à tirer, donc à baiser notre univers, notre monde. Alors qu'eux, ils apprennent à leurs enfants, à leurs frères, à contrôler le monde. Donc l'heure est à nous aussi. On part de bas, on doit s'élever. Donc voilà l'esprit de Joe Dalton. Attaquer les banques comme dans les bandes dessinées. Pourquoi? Quelque part, quels que soient les moyens, intellectuels, physiques ou machin, les banques, c'est là-bas que tout l'argent qu'on se fait, même qu'on fait dans la rue, à un moment donné, on achète du pain avec. Le pain, qu'est-ce qu'il fait? Le boulanger, il met ça dans sa banque. Donc la banque vit au détriment du peuple pour assouvir une petite poignée de gens qui a la mainmise, le monopole sur la richesse que Dieu nous a donnée tous. J'ai fait partie des premières structures de production de rap hip-hop en France. J'ai aussi encadré des battles de rap, de danse. Je suis moi-même été un danseur. J'ai gagné des coupes avant, à Noël, pour offrir ça à des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et les artistes aujourd'hui, parmi les meilleurs artistes de toute l'histoire française, ils sont passés par mes émissions de radio pour les booster. Ils sont passés par mes productions, il faut bien le savoir. Et ils ont été encadrés aussi dans la rue par moi-même, quand ils étaient plus jeunes, pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur culture. Donc mes coups de gueule c'est légitime. Parce que s'ils ne le disent pas, ils ne veulent pas l'avouer, que c'est moi qui les protégeais dans la rue à cette époque et qui leur permettait d'aller dans une radio. Parce que je cassais des portes pour eux. Je braquais des radios et je forçais les radios à les passer. À me donner des émissions pour qu'ils passent. Et moi je rappais même pas. C'était que pour eux. Donc j'ai cassé des bouches sur un ring pour être champion pour eux. J'ai attaqué des racistes qui ne voulaient pas nous voir pour qu'ils puissent se traîner tranquille et s'émanciper. Voilà Joe Dalton. C'est ça Joe Dalton. C'est ça le vrai Joe Dalton. Ça se vérifie. Actuellement, le numéro 1 du rap, quand tout le monde kiffe, quand il avait 11, 12, 13 ans, 14 ans, il faut lui demander qui allait régler ses problèmes dans la rue quand il était dans le groupe La Clica. Qui réglait ce problème? Aujourd'hui, Roca, il revient, il le dit dans ses émissions, il dit putain, heureusement qu'il y avait ces anciens-là qui réglaient nos problèmes dans la rue pour qu'on puisse se balader et chanter normal. Mais sauf qu'il ne dit pas encore les blagues, il devait le dire. Qui a emmené ces gens-là et qui allait régler? Joe Dalton, c'est le seul à la mort de Biggie Small que
Puff Daddy a fait une conférence pendant une semaine avec lui. Il voulait qu'il signe chez BMG, Dallas Cartel, parce qu'il disait que Dallas Cartel correspondait à Bad Boy. Et donc, il voulait qu'on travaille ensemble pour produire les jeunes. Donc, il y avait un contrat chez BMG pour Dallas Cartel pour signer les jeunes des quartiers et travailler directement avec Puff Daddy. J'ai passé une semaine avec lui. On a fait une conférence à la mémoire de Biggie. C'est mon ami. Ça se vérifie. Malheureusement, le système a compris que j'allais faire un gros truc. Il m'a mis un bâton dans la roue. Pareil dans le sport. J'étais le meilleur à ma génération. C'est moi qui encadrais les Pascal Gentil quand ils rentraient dans l'équipe de France. Qui leur apprenait les steps. Qui les engrainaient à s'entraîner encore plus pour dépasser leurs limites. L'entraîneur de l'équipe de France, il disait « Faites comme lui. Faites comme lui. » Et le système m'a brisé alors qu'on allait à la Coupe du Monde en 94 pour une histoire de papier. La loi de Pasqua. Ça ne m'a pas fait faillir. J'ai été en Afrique monter la fédération pour que les Africains puissent s'entraîner en Centrafrique. Et j'ai continué la compétition pour mettre la Centrafrique au top de taekwondo. Donc on n'a pas de limite. L'avenir nous appartient, les gars. C'est à nous de décider de notre avenir. Notre destin est dans notre main. Personne ne peut décider à notre place. C'est ça, Joe Dalton. Il faut bien que les gens comprennent. Je suis trop speed. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Il fallait que je canalise mon énergie depuis le petit, depuis en Afrique. Depuis le soleil qui brille en Afrique. J'ai commencé le karaté en Afrique, j'avais 4-5 ans. Je suis arrivé en France. À un moment donné, je ne voyais pas trop les parents ils étaient en Afrique. Donc il fallait que je m'accroche à quelque chose qui allait me donner toute l'affection, me conforter ou me faire évacuer les carences. Donc il y a que là-dedans que j'ai trouvé dans le sport. Dans le sport, j'ai trouvé ce qui pouvait me faire évacuer. J'ai fait le combat de rue pour que on existe. Parce qu'il fallait qu'on existe dans ce bled. J'ai fait le combat sur le ring pour devenir un exemple à suivre pour ceux de la rue ou les gens qui me ressemblent. Donc j'ai été champion de France de taekwondo plusieurs fois. J'ai fait les championnats du monde. J'ai été sélectionné pour les JO de 2000. Malheureusement, j'étais en prison. Il fallait que je forge mon corps jusqu'à ce que je puisse ne plus penser. Donc le sport, c'est le complément de l'autre, de l'esprit. Il faut nourrir l'esprit et le compléter par le sport pour avoir un bon équilibre. Après, ça te forge le caractère. Parce que le sport, avec l'esprit, tu peux embobiner quelqu'un. Avec le sport, si tu fais mal au sport, tu vas dans le vent. À un moment donné, si tu fais mal le pompe, tu as une luxation, tu fais mal ton coup de pied, tes articulations ils pètent. Sur le football, le crochet il est mal, ta cheville tu le tords. Tu vois, le sport c'est une vérité pragmatique, c'est direct. Tu te loupes, boum, ça explose. Donc tu vois, pour que tu gardes la pureté, tu préserves ta pureté d'esprit et d'âme, même si des fois tu dis n'importe quoi, tu vas embobiner une meuf, machin. Mais au fond de toi, tu sais que tu es pur parce que tu sais que tu pratiques un art qui te ramène à la raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est très important que les gens pratiquent le sport. Même si à un moment donné, tu es parti trop loin dans le bédo ou dans l'alcool, il faut te remettre en question. Il n'y a que le sport qui pourra te nettoyer. Donc voilà pourquoi le sport, j'encourage les jeunes. Et le sport m'a accompagné toute ma vie. Même quand ma femme me quitte ou on se sépare, il y a dans le sport que je peux trouver ce réconfort. Lui-même au fond du gouffre, je fais mes pompes, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, ça te sauve la vie. Ça te sauve la vie intérieure et ça peut te sauver la vie physiquement aussi. Si on te fait un guet-apens, tu peux t'en sortir. Là actuellement on est en 2012. D'après mes renseignements, il y a à peu près 1500 skins qui se sont reformés sur Paris, qui font des défilés, des manifestations. On surveille de près.
mon staff et puis les groupes anti-fachos, on les observe. Donc ils font de la provocation pour qu'on monte au créneau et que ça crée une grosse émeute. Comme ça la droite va récupérer ça pour reprendre le power au 5 quinquennat. Ça a été comme ça dans les années 80. Les skins ont beaucoup apparu aussi sous Mitterrand. Les lois Pasqua ont commencé à pleuvoir. Et on a commencé à créer des doubles peines, rapatrier les gens de gauche à droite. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est nous, on est gibier de potence. Tous les moyens sont bons pour nous broyer. C'est une question encore d'assouvir leur pouvoir. Donc nous, dès qu'il y a un truc, c'est le négro, c'est le rebeu, c'est le basané, c'est le métis ou c'est le blanc non conformiste. Donc là, il y a une montée de skinhead, il y a un engrenage, une connexion avec des skins de Russie de partout. Ils essaient de faire peur à la population et se faire passer pour des protecteurs légitimes d'une certaine population. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas des groupes de gangs qui ira s'opposer à eux. C'est le peuple qui va se diviser en deux. Les antifachos contre les fachos. Et ça va être une guerre civile. Parce que l'honneur de battre de baseball ou de se jeter de l'acide, machin, c'est vite fait dans les manifestations, ça peut se passer. Les gamins aujourd'hui, au quartier, c'est à la lance-roquette que ça se passe. Au AK. Et ils se tuent entre eux. Les gens qui sont capables de se tuer entre eux, si demain tu leur mets une cause, eh ben, il y aura beaucoup de kamikazes. Je pense pas que les autres en face, ils en ont autant. Alors il ne faut même pas qu'ils puissent loin. Ça, c'est un message pour les fachos. Nous, on est calme, on veut kiffer, on veut être tranquille dans la vie. Mais si tu nous présentes un ennemi qui porte un truc vraiment, un message de négation, à un moment, on va transformer la défense en attaque. Je pense que les émeutes, il y a quelques années, l'État a compris qu'on a trop de power. Donc les skinheads, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Les groupes de fachos qui veulent se monter à la tête, ils ne tiendront pas, quoi. Il y a beaucoup de mouvements blacks qui montent, noirs, tu vois, que je soutiens, même si je ne partage pas les idées. Moi, c'est simple. Je ne suis pas l'ennemi. Je ne suis pas l'ennemi des miens. Même si je ne partage pas leurs idées, s'il y a des actions à faire valoir nos droits d'exister, je monte une équipe et je vais défendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi aussi, je ne suis pas africain. C'est-à-dire que je veux qu'on laisse le peuple d'origine africaine tranquille, s'émanciper, exister. Donc sous toutes les formes de lutte, je soutiens. Autant que je vais soutenir, si une petite feu elle veut traverser la route, je vais soutenir son bras. Une vieille pour la faire traverser. Et si elle se fait agresser, je vais la défendre. C'est une question d'éthique. Tu vois ce que je veux dire? J'aime le rap français, mais j'ai arrêté d'écouter la merde. Les Américains, j'écoute pas les loin. Je te cache pas, c'est pas ma génération. Je respecte, c'est le nouveau talent, c'est une nouvelle génération, mais je peux pas trop aller dans le délire, tu vois. Je suis un peu décalé à ce niveau-là. Je préfère revenir aux chroniques de Dr. Dre, des classiques de Snoop, de Tupac, ou alors à Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, et revenir à des trucs comme ça, tu vois. Jusqu'au Wu-Tang, les générations Wu-Tang, Didier Premier, Eric Bian Rakim. Voilà donc mes références. Si tu remontes, tu peux remonter au blues, Rhythm and Blues, tu vois, Louis Armstrong, tu vois, Aretha Franklin, tu remontes à Otis Redding, Bob Marley, tu remontes. Tu vois, je veux dire, je suis dans ma tête, il y a trop de trucs, tu vois. Musique africaine dans sa totalité, musique caribéenne, musique française aussi, j'aime bien à l'ancienne.